Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA à Villepinte, tout près de Paris, pour parler agriculture de conservation des sols. C'est un sujet dont tout le monde parle. On va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi cette façon d'approcher l'agriculture se développe. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Thomas. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes agriculteur avant tout, mais on vous connaît bien sûr en tant qu'expert en agriculture de conservation des sols. Juste à vos côtés, Eddy Bollert, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous allez nous raconter un peu votre expérience. Et juste à ma gauche, Patrick Vervet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge de l'innovation au sein de la division agraire donc de Michelin. Alors Frédéric Thomas, déjà il faut rappeler qu'est-ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment la définir ? Disons qu'au départ, on est parti dans l'idée d'arrêter le travail du sol, voire de le limiter. On s'est aperçu que pour réussir, il fallait qu'on mette d'autres ingrédients dans l'affaire, qu'on modifie les rotations, qu'on mette des couverts végétaux, qu'on utilise éventuellement des équipements spécialisés. Et en fait, tout ça a donné l'agriculture de conservation. Alors aujourd'hui, on parle d'ACS, agriculture de conservation des sols. C'est une mauvaise traduction du terme américain, qui était Conservation Agriculture, qui a été mis en place à partir des années 40-50 dans l'idée de limiter l'érosion dans les grandes plaines américaines. Aujourd'hui, l'agriculture de conservation sur le territoire français européen est peut-être en train de donner... disons, l'école ou ouvrir vers ce qu'on appelle un peu plus l'agroécologie, qui est une version beaucoup plus globale, sachant que dedans, bien, le semi-direct est devenu simplement un ingrédient dans la boîte à outils. Frédéric, racontez-moi un peu votre exploitation. Vous l'avez mis en œuvre chez vous et vous partiez de sols qui n'étaient pas très très bons au départ. Oui, je suis agriculteur en Sologne, donc on a des sols particulièrement difficiles. On est sur des sables hydromorphes. Donc l'excès d'humidité est notre plus gros souci. On l'a en partie vaincu grâce à 3 ingrédients. Le premier, c'est qu'on a arrêté de travailler le sol parce que ces terres-là, dès qu'on les travaille, deviennent de la boue. D'ailleurs, un de mes voisins s'appelait Michel Delpech. Et si vous écoutez sa chanson, habite dans le Loir-et-Cher. Exactement, il y a toujours de la boue, c'est ça, on marche dans la boue. Exactement. Donc, c'est pas des Parisiens qui lui écrivaient ces textes, c'est du vécu. Donc le deuxième ingrédient, ça a été les couverts végétaux. Parce qu'en fait, on peut mettre des tuyaux de drainage pour évacuer l'eau, mais le meilleur moyen est d'augmenter, d'intensifier la photosynthèse et la production végétale via les cultures. Donc on a des cultures plutôt de maïs et de céréales, et aussi à travers les couverts végétaux, parce que c'est le moyen le plus simple d'enlever de l'eau du sol, c'est de la transpirer par des plantes qui en même temps structurent. Et le troisième moyen a été donc de donner la main à la vie du sol, et entre autres les vers de terre, qui ont remarquablement approfondi ces sols et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir des réserves facilement utilisables qui ont au moins triplé, voire quintuplé dans les meilleures parcelles. Alors c'est vrai que des fois on qualifie l'agriculture de conservation un peu comme si on la mettait d'un côté entre l'agriculture conventionnelle et le bio. Ça n'a aucun rapport à le sujet ? Si, on pourrait le dire comme ça. C'est peut-être certainement une troisième voie extrêmement intéressante, parce que quelque part on est même en train de quitter une posture une posture de lutte. En fait, dans nos champs, on lutte plus contre les limaces. Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des limaces, mais en fait on va utiliser l'activité biologique, les carables, on va utiliser aussi des planteleurs. On n'est plus tout le temps en lutte contre les adventices. On va utiliser, comme dans le colza associé, des plantes de couverture qui vont venir prendre la place, littéralement, des adventices, tout en développant le fonctionnement du sol. Et donc, dans le positionnement global, l'agriculture de conservation est un projet, en fait, où on quitte cette posture de lutte, mais on va vers quelque chose de mieux. Alors, le mieux, c'est des sols qui fonctionnent mieux, c'est des rendements sécurisés, c'est peut-être un impact positif sur le climat, c'est des agriculteurs qui sont bien dans leurs terres et bien sur leurs fermes. Donc c'est vraiment un système où on va vers le mieux. Et je pense qu'une grande partie de l'agriculture française peut s'y retrouver, puisque on n'est pas dans un système d'entonnoir où on va emmener tout le monde à passer dans un petit goulot étroit. Non, au contraire, on ouvre sur des pistes où chacun va pouvoir progresser à son rythme.
Eddy, vous la mettez en œuvre, l'agriculture de conservation, sur votre exploitation. Est-ce que vous pouvez déjà la situer? Oui, nous, on la met en place sur toute culture, tout type de sol. On la conduit également sur la culture de betterave avec des complications cette année en termes d'arrachage, mais ce n'est pas dû à l'agriculture de conservation. Dans quelle région vous êtes, puisque vous faites de la betterave? On est dans l'Aube et une partie sur le département de l'Yonne. Donc on a 7 à 8 types de sols différents. Et ça nous permet aussi, cette agriculture de conservation, d'homogénéiser nos pratiques et de gagner du temps. Gagner du temps en temps de traction et en économie de carburant. Mais par contre, ce temps, on le libère pour de l'observation et de la formation. Vous aviez écouté Frédéric Thomas, vous avez dit hop, je bascule, ou vous avez basculé naturellement? C'est venu suite à différents colloques, formations, et puis on avait des problématiques de sol qui ne répondaient plus, des problématiques d'érosion, de résistance au désherbage pour les coquelicots, les raies gras. Donc on s'est regardé avec mon frère au cours d'une formation, on a dit mais c'est dans l'agriculture de conservation qu'il faut se lancer, et on est parti. On a tout mis en œuvre pour y arriver, et en 3-4 ans, je pense qu'on ne va pas dire qu'on maîtrise le sujet, mais ça marche, ça fonctionne. Marche. Bon, c'est déjà pour... Quel est l'impact du compactage justement sur la vie des sols? Est-ce que vous savez le quantifier ou l'approcher déjà? On va dire qu'on l'approche. Le compactage, il y a plusieurs problématiques. On va limiter l'infiltration de l'eau, on va créer des zones de ruissellement, on va perturber tout ce qui est bactéries, on va perturber essentiellement la vie du sol, nos lombriques, tout ce qui fait partie de la faune du sol. Et on va limiter également l'enracinement de nos plantes. Donc le sol, c'est notre capital et il faut le préserver. Donc bien souvent, la compaction, elle est due à une mauvaise utilisation de notre pneumatique, et il faut s'y appliquer. Justement, le choix des pneumatiques a un impact? Oui, clairement. Donc, le pneumatique, c'est le point de contact entre le véhicule et le sol. Et donc, c'est celui par lequel on ne va pas faire de la compaction du sol. Donc, chez Michelin, depuis des décennies en permanence, on amène des nouvelles technologies pour limiter la compaction des sols. Elles sont en général basées sur un principe constant qui est de augmenter la surface de contact pour une charge de données et de baisser la pression en contact avec le sol. Alors, différentes technologies existent pour ça. La première, c'est déjà de choisir la bonne taille de pneumatique, parce qu'on peut avoir, pour un même diamètre extérieur, des pneus de série, ce qu'on appelle standard, 520 mm de large, ou large, qui vont faire 650 mm de large, qui vont permettre d'augmenter, pour un même diamètre extérieur, de 30% la surface de contact. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape qu'on a amenée il y a quelques années, qui sont les pneus Ultraflex. C'est des pneus qui, pour une même dimension et une même charge, arrivent à porter cette charge avec une pression intérieure plus faible, ce qu'on appelait les pneus IF, puis VF, des pneus Ultraflex. Et donc là aussi, pour une même dimension, on a amené un gain de 30% d'air de contact supplémentaire sous une même charge. Et ces pneus basse pression, ils ont été à un moment limités par le fait que, au champ, on a besoin d'une basse pression pour aller répartir le plus possible la charge, mais le tracteur ne passe pas toute sa vie au champ. Il va également sur la route, et sur la route, en général, on a envie d'aller rouler un petit peu vite, de prendre certains virages un peu vite, ce qui amène à avoir besoin d'une rigidité, d'une réactivité qu'on a plus difficilement à basse pression. C'est pour ça que nous promouvons énormément ces derniers temps le télégonflage, c'est-à-dire des systèmes intégrés au tracteur qui permettent au pneu d'adapter sa pression entre le champ et la route pour toujours être à son optimum, et donc aller chercher la pression vraiment la plus basse possible au champ. Patrick, ça va être compliqué votre vie, parce qu'on le voit dans les allées, là, les machines sont toujours plus grosses, toujours plus imposantes, donc ça veut dire plus lourdes, donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Voilà, donc effectivement, alors comme vous le dites, pour les solutions, il y en a un certain nombre que j'ai déjà évoquées qui sont ce qu'on a fait pour limiter la pression des pneus. Et c'est vrai qu'un des points qu'il faut avoir en tête, c'est que la compaction des sols en surface va surtout dépendre de la pression dans les pneus, de la surface de contact, mais plus on va être profond dans le sol, plus c'est véritablement la masse en tant que telle du véhicule qui va jouer. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent se faire d'un point de vue technologie pneumatique.
Le premier, c'est que pour générer, si on est sur un tracteur par exemple, un tracteur il a pour but de faire de la traction, de générer un effort de traction, et on sait bien que pour générer bien cet effort, il faut parfois le ballaster, il faut parfois rajouter de la masse au véhicule pour pouvoir faire sa traction. Donc en général, les nouvelles solutions qu'on a développées au travers des pneus basse pression et au travers de nos nouvelles technologies EvoBip sont des pneus qui ont besoin de moins de ballast pour générer la même pression, donc moins de charge véhicule pour faire ça. Et puis deuxièmement, effectivement, il reste le fait que même en profondeur, donc si la masse globale du véhicule est importante, plus le pneu va être large, plus même en profondeur, la quantité de sol qui va reprendre cette charge est importante. Vous, concrètement, est-ce que vous choisissez vos pneus en fonction de ce risque de compaction? Oui, tout à fait. Nous cherchons des pneumatiques qui laissent la plus grande empreinte possible au sol, sans perturber le sol. Et on cherche également un pneumatique qui soit apte à faire de la route, parce que notre exploitation est très morcelée. Un tour de plaine, c'est 150 km. Donc on veut un compromis entre les deux. Et le choix s'est tourné sur un pneumatique Michelin qui allie une capacité à être très bon sur la route et très bon au champ. Frédéric Thomas, quelle approche par rapport aux pneumatiques, la compaction des sols, l'intersection avec votre sujet? Ouais, c'est un petit peu la même chose. Et il faut être conscient qu'on va avoir bien les deux niveaux au niveau du sol. Le premier niveau, c'est la zone de contact. Et la zone de contact est extrêmement... il faut être extrêmement attentif sur cette zone de contact, surtout si on est en semi-direct, puisque c'est la zone sur laquelle on risque de compacter, c'est celle sur laquelle on risque de semer. Donc si on veut réussir du semi-direct, il faut absolument que cette zone de contact soit la plus préservée possible. Alors en fait, on va obtenir une zone qui fonctionne bien à partir du moment où on a des racines, on a de l'activité biologique et bien sûr on la presse le moins possible. Ensuite, bien la zone un petit peu sous-jacente, mais bien encore une fois, il faut la respecter. Ça va être par une diminution des charges lorsque c'est possible. À être attentif aussi au moment où on circule dans les parcelles. Il y a des fois par des changements de rotation, on peut arriver à avoir un impact positif sur le sol. Donc on va toujours regarder les choses en globalité. Et donc l'agronomie peut apporter énormément d'éléments. Mais comme je disais tout à l'heure, on continue de circuler dans les champs. Et à partir du moment où on doit circuler dans les champs, il faut essayer aussi que cette circulation soit la moins impactante possible. Patrick, si on regarde vers le futur, des innovations? Eh bien, une innovation qu'on a présentée récemment et qui est testée chez Eddy Bollard, c'est le pneu EvoBip. C'est le pneu qui, sous l'effet d'un changement de pression, va non seulement allonger ses nerfs de contact, comme le fait un pneu classique, mais également l'élargir et va présenter un profil très différent entre le champ et la route. En fait, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que nos axes d'innovation, ça va être de plus en plus d'avoir un pneu qui va s'adapter à l'usage, qui va s'adapter à la diversité d'usage. Là, on l'a montré en tracteur. Il faut imaginer qu'on peut imaginer des choses similaires sur l'ensemble de la chaîne d'agronomique, parce que j'ai parlé de tracteurs essentiellement, mais ce n'est pas forcément ça les véhicules les plus lourds qui passent sur les champs. Donc quand on parle de compaction, il faut qu'on développe ce genre de technologie sur l'ensemble du cycle culturel. Et également, je mentionnais tout à l'heure que le pneu, c'est un élément de contact avec le sol. Donc pour nous, on a une vision à plus long terme qui est que le pneu doit pouvoir informer en direct l'agriculteur sur l'état de son sol et être un outil qui va l'aider à piloter à la fois la pression de ses pneus et éventuellement d'autres activités sur son véhicule. Eddy, ça fait quelques années maintenant que vous pratiquez. Est-ce qu'à votre avis, tous vos collègues qui commencent à s'intéresser à l'agriculture de conservation des sols sans pour autant basculer dedans, est-ce que vous leur dites oui, s'adapter à tout type d'exploitation? Comme je vous l'ai dit précédemment, nous on a une grande diversité de types de sols. On l'adapte à tous nos sols, ça fonctionne. On n'a pas vu de perte de rendement. Je dirais même au contraire, on a des gains. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on baisse nos coûts de production, on baisse notre temps de travail, on augmente notre matière organique. C'est que du bénéfice. Bon, Frédéric, il faut y aller alors. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à une croisée des chemins extrêmement intéressante pour différentes raisons. Ça fait quand même pratiquement 30 ans qu'on travaille le sujet. La revue TCS a 20 ans cette année. 20 ans. Disons que le moyen rentré dedans est relativement bien balisé. On peut transférer assez rapidement. On a aussi une pression économique qui est sans précédent sur les exploitations. Donc il est temps
de prendre les bonnes décisions à ce niveau-là. Et on a une pression sociétale qui est là aussi. Et l'agriculture de conservation, globalement, entre séquestration du carbone, moins d'émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biologie des sols, limitation de l'érosion, est quand même une agriculture qui apporte pas mal de solutions par rapport à un petit peu tous les aspects négatifs que l'on met en avant de l'agriculture. Donc, allons-y. Bon, il faut y aller. C'est vrai que le sujet vous passionne. On pourrait en parler toute la journée, mais les bonnes choses ont une fin. Cette émission aussi, merci à vous d'être venu ici sur ce plateau pour en parler. Et merci à vous. Merci. Merci. Merci.